On est ensemble donc pendant une demi-heure et quelques. Je vais commencer par vous demander de vous présenter. Dites-nous ce que vous faites, votre entreprise, votre activité en 1 minute, et puis après on entamera la discussion. Pas de souci, merci Philippe. Donc bonjour à tous, bienvenue. Je suis Isabelle Cohan, je suis la responsable éditoriale de l'offre Talentsoft Content, qui est l'offre de contenu développée par Talentsoft pour nourrir son offre learning. Bonjour à tous, moi je suis Romy Aman, je m'occupe de la partie Customer Success chez Simondia. Et Simondia, on est une start-up qui a été fondée en 2017 et qui a pour ambition et objectif de proposer des parcours de coaching accessibles et simples pour permettre à chacun de gagner en performance et en épanouissement en entreprise. Et puis écoutez, je suis Damien Boyer, je suis coach Customer Success Manager et Office Manager du bureau de Paris pour la société Good Habits. Merci à vous trois. Moi j'ai une toute première question. Un apprenant, c'est qui ? Bonne question Philippe. Tout dépend de quel point de vue on se place. Un apprenti, c'est avant tout un utilisateur. Et si je me place un peu dans ma casquette d'éditeur SIRH, l'utilisateur chez nous, il est divers parce qu'il y a le collaborateur, mais il y a aussi le manager, il y a le service formation et le service RH. Et toutes ces personnes, elles n'ont pas les mêmes ambitions, les mêmes attentes. Et donc, pour un éditeur comme nous de solutions SIRH, on est obligé d'apporter et de faire en sorte que chacune de ces personnes soit quelque part au centre de notre solution et de leur apporter des éléments. Donc, si on se place du point de vue de collaborateur, pour nous, ça va faire en sorte que le collaborateur ait une meilleure visibilité de ce qu'on attend de lui dans l'entreprise, de ce que peut lui apporter l'entreprise. Donc, rendre un catalogue de formation plus accessible, par exemple, pouvoir faire des recherches par des mots-clés, avoir une visibilité sur l'évolution des compétences, mais pour que je puisse voir aussi les compétences qui me seraient utiles pour évoluer demain, c'est avoir une meilleure visibilité sur les offres de mobilité interne que je vais avoir dans mon entreprise. Donc, c'est un certain nombre d'éléments en cascade qui vont s'enchaîner. Damien, tu parlais tout à l'heure d'interactivité, de coaching, d'accessibilité. On voit bien que dans le sujet de l'apprenant au centre de tout, il y a aussi au sein des entreprises un énorme sujet autour de comment on l'accompagne et comment on aide aussi les gens à avoir un peu cette autodirection de leur apprentissage. Donc ça passe aussi beaucoup par le manager. On sait très bien qu'aujourd'hui, la posture du manager change énormément. On parle de plus en plus de manager coach, comme tu le disais. Et ça passe aussi, nous, dans nos outils, de donner des outils aux managers pour pouvoir mieux voir ce que font leurs collaborateurs, quelles sont leurs aspirations en termes de développement de compétences, entretien annuel, et où ils en sont dans leur formation. Ok. Alors après la démonstration de l'élasticité du temps, on a eu la démonstration de l'élasticité de la réponse par rapport à la question. Je vous repose la question. L'apprenant, c'est qui ? L'apprenant, c'est qui ? C'est vous, c'est moi, c'est toutes les personnes qui sont ici présentes avec tout ce qu'on a, nos expériences, notre background, notre vie personnelle. On est tous complètement différents. Je pense au tableau tout à l'heure de Marilyn, finalement, qui représente vraiment cette notion de on est tous complètement différents. On a tous des envies, des besoins, des passions qui sont différentes. Donc il faut arriver à proposer des choses qui, finalement, répondent un petit peu à tout le monde. Et pour vous, Romy ? Oui, tout à fait. Je rejoins Isabelle et Damien dans leur réponse. L'apprenant, ça peut être n'importe qui, effectivement, qui va pouvoir, selon sa sensibilité, son parcours, ses talents, ses ambitions et ses aspirations, être dans une démarche volontaire. Ça, c'est quelque chose qui, comme pour vous, est clé pour nous et qui a envie de devenir un apprenant et de prendre en main et son développement et d'être acteur de son développement. Et pour nous, qui proposons du coaching, finalement, c'est effectivement clé que la personne à qui le coaching est proposé se mette dans cette démarche d'apprenant pour qu'un coaching soit efficace. Donc il y a vraiment cette volonté de changement et de mise en mouvement d'action. Voilà ma définition de l'apprenant. Merci. Alors quand on dit l'apprenant avant tout, quel était le thème de cette discussion, avant tout quoi ? Pourquoi est-ce qu'on veut mettre l'apprenant avant tout le reste ? Alors, on ne va pas détailler tout le reste. On connaît les objectifs d'un service formation, c'est quand même de répondre à une stratégie de l'entreprise, de développement d'un certain nombre de compétences ou de favoriser le bien-être. Il y a des objectifs qui sont fixés par la direction et le service formation, les managers sont les courroies de transmission jusqu'à l'apprenant final. Mais pourquoi finalement on cherche à le mettre avant ça presque,
avant cette stratégie Quelle est la motivation? Il y a une notion qui est importante. Hein. Pourquoi l'apprenant avant tout? Parce qu'en fait, ce qui fait une entreprise, ce sont les hommes, tout simplement, et qu'on doit partir de la base. Hein. Finalement, un chef d'entreprise, sans toutes les personnes qui vont pouvoir l'accompagner, voilà, agir finalement, oser pour arriver à gagner finalement des parts de marché, du chiffre d'affaires, des choses comme ça. Ça part des hommes. Donc pourquoi l'apprenant avant tout? Parce qu'on est tous des individus et qu'une entreprise, elle est toujours faite d'hommes et de femmes, bien entendu. De femmes et d'hommes plutôt même. Effectivement, et après, l'apprenant avant tout aussi, parce que c'est important de pouvoir proposer des accompagnements qui sont adaptés à chaque personne, qui répondent à des besoins qui sont uniques, individuels, et donc de vraiment mettre effectivement l'apprenant au centre en proposant des choses qui sont adaptées. Absolument, et l'apprenant au centre tout, ça permet aussi d'accompagner les évolutions professionnelles, les volontés, et on sait très bien que quelqu'un qui arrive à évoluer, ça joue sur sa motivation et c'est quelqu'un qui restera dans l'entreprise. Et c'est aussi ces personnes-là qui souvent contribuent à l'innovation interne des entreprises. Et dans un monde qui change de plus en plus, on est dans un vrai Big Bang en ce moment entre la transformation digitale, sociétale, économique, écologique. On sait très bien que ce virage-là, les entreprises ne pourront le faire que si les salariés le prennent à bras-le-corps. Donc il faut que les entreprises laissent les salariés exprimer, exploiter leurs talents pour qu'on arrive tous à remporter ces challenges-là. Okay. Alors c'est effectivement très louable, c'est souvent ce qui est évoqué comme volonté. Si on remonte la chaîne de responsabilité, ce que veut une entreprise en général, c'est une performance pour éventuellement dégager du résultat, du bénéfice, faire plaisir aux actionnaires. Cette performance, elle est de l'entreprise. C'est des process, des produits, du marketing et tout ça, effectivement, c'est du capital humain qui met en œuvre toutes ces choses-là. Et pour avoir de la performance dans le capital humain, il faut l'entretenir, il faut le développer. On est d'accord. Donc c'est une explication qui est louable, même si au final, en général, il y a quand même cette finalité d'une entreprise qui performe. Et quand on se préoccupe de l'apprenant, et je reprends ce que tu avais dit, Damien, tu dis... il faut rendre l'utilisateur, l'apprenant, autonome et responsable. Est-ce que là, on n'est pas en train de projeter sur l'apprenant une volonté de l'entreprise plutôt que de prendre en compte une volonté de l'apprenant d'être autonome et responsable dans sa formation? Est-ce qu'il n'y a pas un jeu de dupes, il n'y a pas un miroir entre... Je sais que l'apprenant, j'ai observé et je l'ai écouté et il m'a exprimé sa volonté d'être autonome et responsable dans sa formation. Alors je lui donne les moyens d'exprimer cette autonomie, cette responsabilité. Ou alors c'est moi l'entreprise. Non, mais j'aimerais bien que je ne sois pas obligé d'être derrière ses bottes et de lui dire allez, va se former un petit peu. J'aimerais bien qu'il se prenne en charge et qu'il soit un peu autonome et responsable. Est-ce qu'on n'a pas cet effet miroir dans ça ? Certainement. Alors quand on parle de développement personnel, on parle de personne. Hein, donc ça doit partir pour moi déjà évidemment de l'apprenant. Je vous le disais tout à l'heure, quand on va essayer de puiser finalement, de chercher la motivation intrinsèque des personnes, ça passe aussi par une motivation de la personne, mais c'est notre rôle de coach aussi, comme Romy, d'aller accompagner ces directions RH qui parfois, c'est un petit peu difficile, c'est un petit peu painful, hein, comme on dit, c'est difficile, j'y arrive pas, les personnes ne m'écoutent pas. Donc il faut arriver à détecter des petites choses, hein, des baby steps aussi qu'on va donner potentiellement aux relais RH qui vont aller parler aux managers. Là, c'est tout un cycle hein, finalement de recommandations qui sont faites, qui partent d'en haut et qui vont un petit peu plus vers le bas. Mais encore une fois, on parle de push, de pull, on revient à cette notion-là. Ça doit partir quand même aussi à la base des personnes qui sont là. Alors on fait des études hein, nous très régulièrement, et quand on voit finalement ces études, on s'aperçoit que quand vous proposez de la formation qui répond aux besoins qui sont exprimés par les collaborateurs, ils ont envie de rester plus longtemps, ils sont prêts à bosser un petit peu plus, ils sont plus agréables, meilleurs communicants, ils travaillent mieux en équipe. Donc voilà, c'est toutes ces notions-là qui sont extrêmement importantes aussi à prendre en compte pour pouvoir, voilà, cette espèce d'effet miroir, de pouvoir... C'est un double jeu en fait hein, qu'il y a dans les deux sens. Je pense qu'il y a aussi ce qui est important, c'est aussi de pouvoir donner les moyens aux collaborateurs de se développer en entreprise en leur proposant des formations, du coaching ou différents modules qui vont être adaptés à leurs besoins et du coup dont ils vont pouvoir s'emparer et finalement pour lesquels ils vont pouvoir être vraiment dans une démarche de volonté, de changement. Donc pour moi, le rôle, c'est aussi de savoir mettre à disposition tous ces éléments pour que chacun puisse ensuite se développer selon son besoin et quand il le souhaite.
Juste pour revenir sur ton mot de performance tout à l'heure, Philippe, il y a quelques semaines, j'ai découvert un terme que j'ai trouvé vraiment très intéressant. On parlait de bienformance, qui était un mélange de bienveillance, bien-être et performance, qui devient une sorte de KPI de plus en plus utilisé dans certains COMEX, et j'espère qu'on en parlera bien plus que simplement de la performance. Pour revenir sur le partage des responsabilités, je pense que c'est des deux côtés. C'est trop facile pour une entreprise de dire que c'est l'apprenant qui doit tout faire. Le risque de faire ça, on va rentrer dans un monde 100% individuel, on va servir trop des projets individuels, au risque peut-être que justement l'entreprise va perdre tous ses talents, parce que ces talents, peut-être que les projets au fond qu'ils ont eux deux, c'est pas vraiment les projets de l'entreprise. Donc il faut vraiment qu'il y ait un partage des responsabilités. Souvent aujourd'hui on rencontre au sein des départements beaucoup de questions, beaucoup d'interrogations. Bah oui, c'est normal, en ce moment tout change très vite. Donc de dire où on en sera dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans, quels sont les métiers qu'on aura, quelles sont les compétences qu'on a besoin, on n'en sait rien. On n'en sait rien, mais n'ayons pas peur de nous le dire, ce n'est pas grave. Et n'ayons pas peur de le partager avec nos collaborateurs et avec les apprenants. De dire, on ne sait pas, mais par contre, on a un potentiel énorme, c'est de le construire ensemble. Et je pense que ça, c'est une donnée qui remonte très fort ces derniers temps, surtout après nos 2 années de crise sanitaire, où beaucoup de gens se sont retrouvés à travailler tout seuls, derrière leurs écrans, séparés. Beaucoup de collaborateurs maintenant demandent de lien social, et cette demande-là, on la retrouve dans les pratiques de formation. Et les gens demandent de plus en plus à échanger avec leurs pairs, être coachés, avoir un mentor, partager leurs pratiques. Et on se rend compte aujourd'hui que le fait qu'en prenant des contenus sur étagère, en prenant une phase de coaching, intégrer tout ça dans votre SIRH et rajouter des étapes par des classes virtuelles ou autres, où vous allez permettre entre pairs de re-questionner ce qu'ils ont vu, ce qu'ils ont fait, ce qu'ils ont tenté de mettre en pratique, ce qui a marché, pas marché, au regard de la problématique du contexte de l'entreprise, et là, on est dans une vraie démarche de progression tous ensemble et de développement de compétences individuelles et collectives. Merci. Alors j'en profite pour vous rappeler que si vous avez des questions à nous poser sur ce sujet, vous vous connectez sur WooClap, wooclap.com/LTF22. Et puis, en attendant que vous ayez vos questions et qu'elles apparaissent ici, comment on fait pour connaître les attentes de l'apprenant, son profil, ce qu'il attend en premier, etc. Et comment on fait pour lui faire prendre conscience, pour qu'il se rende compte qu'on en tient compte de ses attentes et de ses particularités? Comment on fait pour mieux le connaître et comment on lui fait prendre conscience qu'on a intégré ses attentes? Alors comment on fait pour les connaître? Nous, on a un certain nombre d'outils, encore une fois, tout est extrêmement organisé, on a plus de 2200 clients aujourd'hui, donc on a une bonne idée finalement de ces attentes. Comment est-ce qu'on fait pour connaître les besoins? Il y a plein de techniques, il y a évidemment des ateliers, il y a des réunions en one-to-one, il y a le manager qui peut aller écouter. Il a un plan de développement personnel, il va pouvoir aller régulièrement, plusieurs fois par an. Alors en général aujourd'hui ça se fait c'est les entretiens annuels qu'on me dit qui se font une fois par an. Nous on est plutôt sur le feedback continu tout au long de l'année. Donc il faut que le manager puisse être à l'écoute un par un évidemment individuellement des membres de son équipe. On peut poser des questions aussi en ligne, on peut faire remplir des questionnaires, on peut organiser des ateliers, on peut organiser des webinars, on peut utiliser comme l'outil que tu utilises dont je n'ai pas retenu le nom, mais il y a Klaxoon, il y a Mentimeter, voilà, qui sont des super outils quand on organise des sessions, de les rendre collaboratives, participatives aussi, parce que c'est toujours cette notion de il y a, en l'occurrence, là, il n'y a que moi qui ai parlé pendant 20 minutes, j'aurais voulu faire des choses qui soient plus interactives, et c'est cette notion-là vraiment qui est extrêmement importante, c'est de poser les bonnes questions pour avoir les réponses, et puis que ça puisse guider finalement tout le monde dans cette direction. Et après, c'est pas le RH qui va dire toi tu dois te former là-dessus, c'est l'ensemble de la communauté des apprenants qui ont dit moi c'est ce sujet-là qui m'intéresse. Oui, effectivement. Donc, une fois que la connaissance client, la connaissance du secteur, des enjeux RH est bien maîtrisée et qu'on vient justement y répondre avec du coaching individuel, nous, comment est-ce qu'on va faire pour comprendre les besoins de chaque apprenant? On va lui poser la question. On a une phase de définition des besoins et des enjeux qui est importante chez Simondia. Donc ça va se faire en plusieurs étapes, avec un diagnostic en ligne, donc différentes questions sur les enjeux, les difficultés qui peuvent être rencontrées au quotidien, les besoins de développement.
Après aussi avec des tests de personnalité et enfin avec un rendez-vous. Un rendez-vous d'une 30aine de minutes avec un expert Simondia qui va vraiment interroger la personne sur qui elle est, quel est son parcours, quel est son quotidien, quelles sont ses difficultés, quels sont ses souhaits de développement, qu'est-ce qui peut la bloquer dans son quotidien en fait et faire, quelles sont ses croyances limitantes. Une fois qu'on a fait cette phase de définition des besoins qui est absolument clé, on va pouvoir proposer un coach adapté qui va répondre à la sensibilité, à l'objectif de la personne et donc la lancer dans un parcours de coaching personnalisé. Voilà, donc pour répondre à cette question sur comment définir, nous, c'est finalement en interrogeant la personne directement et aussi en la guidant, bien évidemment, à travers un certain nombre d'outils et de questionnaires bien déterminés. Il y a un outil, Philippe, je me permets aussi, il y a un outil, pour le coup, quand on propose ce catalogue de 150 formations en ligne, on peut être un peu perdu. Il y a des couleurs dans tous les sens, il y a des jolies images, il y a des titres sur lesquels on va être plus ou moins sensible. On a un outil aussi qui nous permet d'onboarder, finalement, d'accueillir les collaborateurs sur cette plateforme qui s'appelle le GoodScan. Et le GoodScan, c'est un outil toujours en ligne, 100% en ligne, qui vous demande de répondre en 10 minutes, top chrono, à 70 questions. Et à l'issue du coup des réponses que vous aurez données, ça va vous décrire un profil sur un joli PDF qui va vous décrire un petit peu qui vous êtes, le type de profil que vous avez, si vous êtes pionnier, si vous êtes aventurier, ou différents profils d'apprenants finalement. Et ça va vous lister aussi par rapport à votre personnalité justement, est-ce que vous êtes plutôt introverti, extraverti, est-ce que vous êtes collaboratif ou vous préférez travailler tout seul. Et en fonction de toutes les réponses que vous avez données, ça va vous faire ce profil et ça va surtout vous guider directement vers les formations dans lesquelles vous devriez plonger tout de suite pour répondre aux besoins que vous avez exprimés dans les réponses que vous avez données sur ce GoodScan. Donc des petits outils, des outils sont multiples finalement. Pour compléter, effectivement, on a besoin d'éléments qualitatifs avec tous les éléments qu'on peut avoir dans les entretiens annuels, etc. Il y a un enjeu aussi qualitatif avec les datas qui peuvent aussi nous donner des informations sur le comportement de nos collaborateurs, des apprenants et par la suite venir anticiper. Quand on déploie une formation, c'est jamais fini. On est toujours en phase d'amélioration continue. Donc la première session nous permettra d'enrichir la deuxième session, de réagir, etc. Donc c'est quelque chose qui est très riche. Et puis je vois de plus en plus moi des pratiques aussi d'autodiagnostic qui sont faites en entreprise. Je pense à un projet sur lequel on accompagne Pôle emploi depuis 2 ans, qui a développé un certain nombre d'autodiagnostics pour ses conseillers, pour leur permettre, au regard de l'ensemble des référentiels à maîtriser, faire en sorte que chaque agent puisse se prendre en main et puisse voir chaque année, à des phases récurrentes, tous les 3 à 6 mois, s'interroger sur un certain nombre de sujets pour, voir sa progression, mais aussi voir là aussi il y a des manques et comment ensuite enchaîner directement vers des parcours de formation complémentaires. Et ça, c'est des choses qui sont de plus en plus attendues par les collaborateurs. Ok. Alors, on a une question de la salle, merci. Comment est-ce qu'on fait concrètement pour prendre en compte l'adaptabilité à tous les apprenants, ce qu'on appelle la personnalisation du parcours pour chaque apprenant? Alors, Romy nous a dit, on le questionne individuellement et on adapte le coach, mais c'est peut-être pas la seule façon de faire. Est-ce que par exemple on fait un profil et puis on dit toi tu es plutôt comme ça et donc on a une solution qui est adaptée à ce type de profil? Est-ce qu'on peut utiliser la data, l'IA pour faire de l'adaptive learning? Qu'est-ce qu'on a comme possibilité aujourd'hui pour gérer cette volonté de faire de la formation très individualisée au plus proche de l'attente, du besoin et de la personnalité des apprenants? Qu'est-ce qu'on a comme solution? J'ai tout dit? Alors, le premier point, moi, je dirais, c'est aussi donner du sens. Au sein de Talents of Content, dans l'offre de contenu Comprone, on a une énorme bibliothèque de contenu venant de différents éditeurs. Et souvent, nous, ce qu'on prône auprès de nos clients, c'est de leur dire, ne prenez pas ce contenu sur étagère, ne vous contentez pas de le prendre, de le mettre et de le rajouter au catalogue, personnalisez-le. Qu'est-ce qu'on entend par le personnaliser? Venez l'enrichir pour faire en sorte que ce contenu, entre guillemets, standard, qui va être le même que si je m'adresserais à Aegis, EDF, RATP, SNCF, venez y rajouter votre patte et votre vision de ce problème ou de cet élément. Je vous prends un exemple tout simple, un contenu sur le management hybride. Il existe plein de contenus sur le sujet dans les éléments sur étagère.
Si ce contenu, en amont, vous rajoutez une interview de votre DRH qui vous dit pourquoi il veut développer cette pratique-là en interne, qu'est-ce qu'il en attend demain dans les pratiques et dans cette fameuse bienveillance que je disais tout à l'heure, et que derrière, vous rajoutez des éléments d'interview, de manager, qu'on commence à mettre ça en pratique avec des REX, la portée de ce contenu n'est plus du tout la même. Parce que d'un contenu lambda, ça commence à me parler parce que ça me parle dans mon contexte métier, dans ma culture d'entreprise. Et on sait très bien que dès qu'on fait cette phase de personnalisation, les taux d'engagement et les taux de complétude ne sont plus du tout les mêmes. Deuxième axe, effectivement, c'est l'IA, c'est la data. Et c'est l'un des enjeux forts pour Talentsoft. Et notamment, un des éléments qu'on a mis en place dernièrement, c'est un meilleur management de tous les process assez récurrents qu'on peut avoir autour de l'habilitation, les certifications, etc. Où souvent, il y a besoin de recyclage. Une certification, vous ne l'avez jamais ad vitam aeternam dans certains secteurs de compliance. Donc, il y a obligé de faire des recyclages. Maintenant, on peut mettre en place des scripts qui vont permettre automatiquement, à la bonne période de recyclage, de réinscrire l'apprenant pour faire cette phase de recyclage et qu'il puisse voir qu'effectivement, l'année prochaine, il va partir en recyclage et que le manager puisse le voir également de son côté. Ok. Alors, vous avez parlé d'engagement, de réussite, etc. J'ai une question qui risque peut-être d'être un peu longue, mais bon, il nous reste 10 bonnes minutes, donc voilà. Je pense qu'on a eu une transformation de la formation quand on a eu un modèle alternatif au modèle de la salle. Le modèle de la salle a formaté les esprits, les habitudes, les organisations, les process de façon incroyable, où la formation était un format fini, un programme dans une salle avec un certain nombre d'apprenants. Alors ça tombait bien parce qu'on pouvait mettre des bornes. La formation est terminée et la formation est réussie. On a eu une évolution quand on a commencé à mettre du digital, parce qu'effectivement, on a fait des modèles alternatifs, des modèles qui sont complémentaires avec le blended, avec les formations hybrides, etc. Et puis, on a adapté les métriques qu'on avait historiquement. On a eu dans les plateformes les fameux taux de complétion, taux de réussite, taux d'achèvement, etc. Quand on tient compte de l'apprenant, de ses particularités, d'un parcours adaptif, un parcours individuel, des contenus différents sur un même sujet, qu'en est-il? Est-ce que ça a toujours du sens, cette notion d'achèvement, de réussite, de complétion? Est-ce qu'une formation est vraiment finie maintenant? Quand est-ce que ça s'arrête et qu'est-ce qu'on mesure d'autre? Voilà, après cette longue question, je vous laisse répondre avec votre expérience. Vas-y, Romy, si tu veux. Non, c'est une très longue question, mais très bonne question, effectivement. Merci beaucoup donc, pour répondre à ces sujets. Moi, je pense que ça reste, même si on est dans quelque chose qui est très adapté, toujours clé de demander des retours d'expérience, de mesurer tout de même la satisfaction à l'issue d'une formation. Et je suis assez d'accord pour dire qu'une formation, quand on est sur quelque chose de très personnalisé, en fait, ça ne s'arrête pas au moment de la dernière séance. Parce que finalement, on est venu aussi apporter des outils, donner des clés aux collaborateurs pour mettre en place des actions dans la durée et continuer à se développer. Voilà. Donc pour moi, non, une formation ne s'arrête pas à la dernière séance ou à un jour donné. Nous, ce qu'on va chercher à faire, c'est donc de mesurer l'impact de la formation en interrogeant chaque collaborateur à l'issue de son parcours. Est-ce qu'elle sent un impact sur sa motivation, son engagement, son mieux-être, son efficacité? Et on va aussi chercher à solliciter les managers qui, vous l'avez dit tous les deux, sont clés dans le développement en entreprise des collaborateurs. Donc les interroger sur eux, ce qu'ils constatent. Et c'est souvent très intéressant parce qu'on voit en fait réellement déjà des changements concrets, même quand on parle de soft skills et de compétences comportementales. Oui, nous, on a en fait de différents types de clients. Ce qu'on propose encore, c'est vraiment l'accès à tous à la formation sur tous les sujets.
Hein, c'est ce qu'on préfère faire. Une formation chez Good Habit, quand vous prenez une formation, toutes les formations sont structurées de la même manière. Vous avez 5 modules d'apprentissage, un module de thèse. Vous pouvez avoir un certificat de participation, de complétion, et un certificat de thèse quand vous répondez correctement à 70% des questions du test. Donc ça, c'est l'apprentissage pour tous, en tout temps, pour tout le monde, toutes les fonctions, quelle que soit votre fonction, votre niveau hiérarchique. Et puis on a d'autres clients qui se disent, bah non, moi je veux l'utiliser, cet outil, uniquement parce que j'ai, je sais pas, 200 personnes qu'on a identifiées comme des potentiels au potentiel, justement, et qu'on a envie de faire devenir manager. Et pour cela, bah, on va non plus leur demander de faire du micro-learning, nugget learning, pick and choose, pick and learn, voilà tous ces termes où je vais aller piocher des petites briques d'activité, de format pédagogique pendant 2 minutes, 3 minutes, 5 minutes. On est complètement en dehors de ça. On a des clients qui nous disent aussi, moi je fais un parcours managérial complètement, où je sais que j'ai 20 formations qui vont avoir à faire dans les 6 mois. Donc il y a des deadlines, il y a des obligations, c'est obligatoire. Et si tu veux devenir manager, il va falloir que tu complètes, que tu participes et que tu ailles jusqu'au bout de ces formations qui sont importantes, que l'on estime primordiales et cruciales pour que tu puisses passer à ce niveau hiérarchique de manager et surtout d'aller gérer des équipes. Ok, merci. Donc ça a toujours du sens de mesurer la finalité d'une formation, sa réussite, son achèvement. Oui. Bien sûr. Et pour ça, il faut être à l'écoute aussi. C'est qu'est-ce que vous avez appris, qu'est-ce que vous avez retenu, comment ça peut vous servir au quotidien. Alors, on sait ce que ça coûte la formation. Enfin, on l'a mesuré, on l'a financé, on l'a évalué pendant très longtemps. Quand on veut prendre en compte la finalité pour l'utilisateur, quand on dit l'apprenant avant tout, est-ce qu'on n'est pas limité cependant par une question de budget à investir individuellement, ou est-ce qu'au contraire on dit on regardera bien ce que ça coûte d'avoir amené les collaborateurs au stade de développement, au stade de compétence qu'on veut. Est-ce qu'on est pour certaines entreprises, est-ce que vous avez croisé cet état d'esprit, cette façon de faire, en disant on verra bien ce que coûte notre programme de développement, ou est-ce qu'on dit non, mais j'ai ça à investir sur ce programme de développement, qu'est-ce que je peux faire avec au mieux? Quels sont ce qu'on trouve dans les entreprises, déjà, cette façon de dire ne regardons pas ce que coûte un programme de formation, regardons ce que coûte la formation au final. Vous avez déjà croisé ça ? Il y a différentes choses. Moi, en ce qui nous concerne, c'est vrai que je suis relativement jeune, mais quand même un peu vieux. La formation traditionnelle, d'aller enfermer en présentiel un certain nombre de personnes pour aller parler d'un sujet spécifique avec une personne qui va finalement partager tout son savoir pendant 3 heures. Ce format-là, et puis ça va vous coûter 300, 400, 500, 600 € la formation de 3 heures le matin. Quand on fait, nous, un prorata finalement du coût que coûte l'accès justement à la formation en ligne pour tous sur tous les sujets, nous on est 5 fois moins cher qu'un abonnement Netflix. Donc quand vous faites le prorata entre le nombre de collaborateurs et le prix que vous allez payer pour donner accès à ce catalogue en ligne qui est avec 2 à 3 nouveaux contenus par langue tous les mois et qui va évidemment augmenter votre base de savoir finalement, quand on compare les deux, moi personnellement, il n'y a plus de discussion quoi. Alors il nous reste quelques minutes. Comment on mesure la satisfaction de l'utilisateur sur la formation qu'on lui donne? Est-ce que, comme vous le dites, le catalyseur de ça, c'est le manager, et je pense qu'on a tous bien conscience du rôle important du manager. On ne va pas revenir, ça serait un autre sujet. Comment on motive le manager à assumer le rôle et la responsabilité qu'il a dans la formation de ses collaborateurs? Un autre sujet passionnant, mais ce n'est pas celui-là. Mais comment on mesure la satisfaction de l'utilisateur? On peut mesurer l'efficacité de la formation, mais comment on mesure la satisfaction de l'utilisateur par rapport au dispositif qu'on lui a donné pour se former? Alors, nous, la meilleure technique qu'on a trouvée, excuse-moi Isabelle, la meilleure technique qu'on a trouvée, nous, de ce côté-là, c'est en fait, on propose un questionnaire, finalement, à toutes les directions, qui sont des questionnaires auxquels vous pouvez répondre en ligne ou sur papier, etc. L'importance de la data, encore une fois, cette notion de data qui est extrêmement importante. Donc, ce qu'on propose à tous nos clients, c'est de poser un questionnaire à un maximum d'apprenants pour avoir une audience qui soit suffisamment importante pour pouvoir avoir des résultats objectifs. Et on va poser ce questionnaire avant notre collaboration. Donc, comment percevez-vous l'offre de formation qui vous est proposée par vos RH, par votre L&D? Et puis, on repose exactement le même questionnaire 1 an après. Et en général, les résultats, ils sont probants, tout simplement. Exactement, la fameuse évaluation à chaud et l'évaluation à froid.
C'est l'un des meilleurs indicateurs. Donc c'est déclaratif. Ça reste déclaratif. Et puis après, il y a aussi, nous, dans notre système, je vois, il y a tout ce qui va être aussi l'évaluation par les pairs, avec notamment tous les processus de conversation continue, etc. Quand on se forme, c'est pour devenir plus performant, plus compétent, tester des nouvelles choses. Et généralement, l'ambition, c'est de les mettre en action rapidement dans son job pour pouvoir justement progresser. Et avec maintenant tous les outils et c'est la digitalisation massive de tous les processus RH, ça permet maintenant d'avoir une vision vraiment globale, de pouvoir prendre de la hauteur. Et c'est un des atouts maintenant pour les services RH, c'est de pouvoir comparer aussi les datas. Voilà, j'ai dépensé X K euros en formation, mais en parallèle, j'ai réussi à faire X% de mobilité en interne, j'ai réussi à développer X postes, j'ai peut-être fait plus de rétention, moins de recrutement ou de meilleurs recrutements, et tout ça, c'est en comparant toutes ces datas qu'on y est. Et là, on voit bien qu'aujourd'hui, pour rebondir sur la question du budget, on est moins maintenant à regarder à l'action, à l'élément combien ça coûte, mais prendre de la hauteur, mais si je ne le fais pas, combien ça va me coûter. Ok, merci. Est-ce que vous avez des questions dans la salle ? Je peux me déplacer. Non ? Ok. Je croyais que c'était juste que vous n'aviez pas envie d'utiliser Wooclap, mais donc voilà. Non, vous n'avez pas de questions. Moi, j'en ai une dernière. Qu'est-ce que vous pourriez nous donner comme bon conseil pour avoir des individus ? Il y a une question ? Non ? Si ? Non ? Ok. Qu'est-ce que vous pourriez nous donner comme bon conseil pour avoir des collaborateurs heureux de leur formation ? Un truc qui marche à tous les coups. Le bon conseil qu'on peut appliquer demain. Les écouter. Oui. Ok. Vraiment les écouter. Laissez-les parler, écoutez-les. Je ne vais pas dire qu'il faudra répondre oui à tout ce qu'ils vont dire, mais juste écoutez-les. Effectivement, leur donner la possibilité d'exprimer, déjà d'identifier eux-mêmes leurs besoins et de les exprimer pour pouvoir leur proposer une formation, un coaching qui va être adapté et donc répondre à leurs enjeux et donc qui va finalement les motiver. Et moi je pense qu'il y a deux mots qui sont extrêmement importants, c'est être positif et être enthousiaste. Si vous ne l'êtes pas, vous n'arriverez à rien faire. Si vous avez la volonté d'agir, si vous avez la volonté de faire, vous osez, vous agissez et puis en général, vous pouvez gagner. Merci beaucoup. Alors moi, ce que je retiens, je peux me permettre de faire une petite conclusion. Si vous n'êtes pas d'accord, vous le dites. De ce que j'ai entendu, vous avez dit qu'il faut les écouter, il faut répondre à leurs attentes, il faut être souple, il faut être adaptatif, etc. C'est assez contradictoire. Enfin, c'est très différent de ce qu'on a pu entendre jusqu'à présent, où les directions de formation disaient « je vais développer un plan de formation de compétences et je vais t'inscrire à ce module où j'ai des formations réglementaires et il faut que tu les finis à la fin du mois ». À ce que vous évoquez là, qui est très intéressant. Donc, si je peux me permettre de synthétiser ça, si je dis que c'est parier sur l'intelligence plutôt que sur la discipline, vous êtes d'accord avec ça ou pas ? Oui. Okay. Et la volonté. Bon, voilà. Ok. Ben voilà. Merci d'avoir discuté avec nous de ce sujet. Merci de votre présence et de votre écoute. Merci à tous. Et puis, je vous souhaite une bonne continuation pour le salon. Si on veut vous retrouver, vous êtes sur quel stand ? Alors, le stand Talentsoft, nous sommes tout à l'entrée, enfin c'est Gilles, nous sommes tout à l'entrée stand E20, je crois, si je me rappelle bien. Et pour ceux que ça intéresse, nous avons une petite présentation de l'offre Talentsoft Content dans 30 minutes. Alors, nous, Simondia, on est sur la droite, le stand D66, et on a actuellement une présentation de notre fondateur Grégoire Schiller en partenariat avec un de nos clients, Sanofi, qui est en cours Espace Berlin. Et puis moi-même, petit moment de promotion, on est au C32, stand à l'entrée, quand vous entrez à gauche, très coloré, avec beaucoup de choses très positives toujours. Et puis j'ai la chance de monter là dans un quart d'heure sur scène avec le groupe BNP pour montrer quelques cas pratiques. Et puis avec le Conseil de l'Europe, présentation en anglais à 15h30, je crois, ou quelque chose. Ce sera peut-être ici ou la salle Berlin, je ne me souviens plus. Voilà, merci à tous encore. Merci beaucoup. Merci Isabelle, Romy, Philippe, merci beaucoup.